Et salut tout le monde, et donc Hey. comme on l'a dit, deuxième vidéo de cette petite série Countdown to Infinity War. Et aujourd'hui, après avoir parlé de notre top des films du MCU, on va parler, eh bien, forcément, du flop, les films qu'on a le moins aimé, ou en tout cas sur lesquels on a vraiment des reproches qui quand même nous gâchent le film. Parce que fondamentalement, comme on l'a déjà dit dans le flop, il n'y a aucun film du MCU qui est fondamentalement parfait, peut-être à part Avengers, dans le sens... J'entends parfait dans le sens où c'est un film qui donne, qui donne tout ce qu'il avait- Satisfaction, quoi. qui donne totalement satisfaction et surtout qui ne trompe pas. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait prévu, tout ce qu'il avait promis, il le donne. Dans ce sens-là, tu dis le film réussit tout ce qu'il entreprend et ne ment jamais à son spectateur et lui donne ce qu'il avait promis de lui donner. Après, fondamentalement, ça reste du blockbuster de divertissement. Ah bah, donc, évidemment. c'est pas des films d'auteur à la Logan ou un machin ou à de films non super-héroïques. Donc, forcément, Voilà. faut rester dans les Il faut, carcans de ce que c'est peut offrir toujours le ça, genre. c'est-à-dire que j'entends souvent parler de gens qui disent oui, le genre super-héroïque, machin. Notamment, bon, ça on pourrait en discuter, faire des débats autour d'une table, mais on a entendu des gens prophétiser que ouais, le genre super-héroïque, Bah, un il jour, a les gens tendance... vont se lasser. Les gens vont se lasser. Alors, sûrement, oui, non, ça on est d'accord, mais... Bah, après, c'est après Van surtout de quand Marvel. on entendait des gens dire que ouais, le cinéma de super-héros, il y en a trop, il a tendance à phagocyter tout le reste, ce qui n'est pas vrai parce que fondamentalement, c'est juste que les films de super-héros sont des films qui coûtent cher à produire et donc du coup, bah, forcément, et en plus, c'est des grosses machines marketing, donc du coup, t'en entends parler. Mais fondamentalement, et je dis beaucoup fondamentalement, il y en a pas tant que ça. Bah, Si vous comptez les films du MCU, les films du DCU bah, et les films il me hors semble que tu as fait continuité une de petite la... analyse statistique dans une émission plus tôt cette année. C'est ça. On vous renvoie à cette émission d'ailleurs. Si vous l'avez pas vue. Ben, il y en a pas tant que ça en fait. Il y en Surtout a... d'ici, non, il n'y en a pas tant que ça. Non. Non, puis chez DC, ouais, voilà. Puis si t'ôtes, il y en a 5, puis si t'ôtes les deux pourris, on est d'une Puis cette année, il n'y a tristesse. qu'Aquaman. Ouais, voilà, bon, voilà. Mais bon, on va pas parler des sujets qui fâchent de nouveau. Et Les flops Marvel. voilà, les flops Marvel. Ce que je voulais dire, c'est que bah, sur le principe, un film de super-héros, alors ce que propose Marvel, en tout cas dans sa recette, ils essayent pas non plus de péter plus haut que leur cul. Ça n'a pas de grosse prétention. Ça n'a pas une énorme prétention à part de donner du divertissement et comme je l'avais dit précédemment dans le top, c'est vraiment ce côté un peu presque sériel. On a envie de revoir ces personnages-là, tous ces Robert Downey Jr., Chris Evans, tout ça. On a envie de les revoir, tu vois. C'est du Netflix XXL bourré Ouais, de pognon. Ouais. c'est ça, on a envie de revoir les personnages, on a envie de revoir Iron Man, on a envie de revoir Captain, puis même les nouveaux maintenant, on a envie de revoir les Gardiens, de revoir Doctor Strange, de voir tout cela. Et donc tout ça donne un aspect vraiment un peu ben, bon enfant. Donc oui, certes, les films du MCU ne sont pas fondamentalement des films d'auteur dans le sens un peu noble du terme, si vous voulez. C'est juste des films de divertissement, mais c'est juste ce qu'on leur demande d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut pas arriver puis jeter le bébé avec l'eau du bain et puis dire ouais, de toute façon, voilà, le MCU, franchement, moi je préfère des films un peu plus intelligents. L'un n'empêche... c'est pipi caca. Franchement, moi je regarde des trucs un petit peu plus. L'un n'empêche pas l'autre. Ne serait-ce qu'en termes de super-héros, je peux autant kiffer un The Dark Knight que puis derrière me regarder un Avengers et puis éprouver le même genre de plaisir. Et puis derrière regarder totalement d'autres films. Enfin voilà, c'est un peu bête de classifier, mais c'est vrai que ils ont quand même des défauts qu'on accepte, qu'on laisse passer quand même plus ou moins, ok. Mais par contre, il y en a quelques-uns. Et c'est vrai qu'en faisant la liste, on a fait une liste en fait avant de faire les vidéos. On s'est dit bon alors pour les tops, machin, tout ça. Et puis pour les flops, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de films que ça en vrai flop. Vraiment dans les flops, il y a du mais, il y a du moyen, voilà, il y a du bon, du moins bon, mais un Et vrai puis flop. il y a aussi plein de films où on dit non, ils sont cool. C'est pas mon top, mais C'est cool. c'est cool. C'est pas mon top parce que les tops, je considère que c'est vraiment ceux qui se démarquent du reste. Typiquement, Ou qui ont laissé une impression durable, ou que t'es là, t'es sorti, ouais. t'étais vraiment là. C'est ça, c'est par exemple, on en parlait juste avant dans l'émission sur les tops. Gardien de la Galaxie 2, on l'a pas mis dans les tops parce que Gardien de la Galaxie 1, il y avait cet effet de surprise et donc du coup, on le trouve mieux. Mais
Pour autant, si tu me dis on regarde les Gardiens de la Galaxie 2, je vais te dire ouais, le film est bien. Et c'est pareil pour plein d'autres films dans la Black liste. Panther, en fait. hein, pour ne citer que lui, c'est Voilà, un le plus très récent. bon film, c'est bien dans ce que ça propose, Voilà. c'est un peu novateur sur certains bords, mais personnellement, moi, la structure narrative, parce qu'il devient monarque, donc forcément il y a une contestation du trône, etc., ça se voit des kilomètres, donc hein. Et il y a les motivations du méchant, voilà, on va libérer notre peuple, machin, qui est asséné au marteau-piqueur sans aucune subtilité. Voilà, il y a un peu un rejet aussi de ça. Donc c'est un très bon film du MCU, mais moi je le mets pas dans mon top, à cause notamment de ces deux points-là, quoi. Voilà. Mais, comme on a dit, il y a quelques films qui font grincer des dents, pour le coup. Et on va en parler. Alors, pour le coup, moi je sais que j'en ai que 4, alors que toi t'en as 5. Bon, en effet. Du coup, on va faire. Mais ça se rejoint. Il y en a 3 sur Attention un lesquels, peu. il y en a 3 sur lesquels on se rejoint. Donc, on va commencer par, en réalité, le numéro 5, mais tu seras le seul à parler, puisqu'il n'y a que toi qui a un film numéro 5. C'est parti! Je démarre ces flops avec mon numéro 5, comme d'habitude, c'est pas dans l'ordre, parce qu'on peut pas. Comme j'arrive pas à classer les bons, j'arrive pas forcément à classer les mauvais non plus, bref. Donc, un des tout derniers films en date, en fait, c'est pour moi dans les flops Thor Ragnarok. Parce que depuis que je suis sorti de ce film, or qu'à la base les bandes annonces étaient sympas, voilà, il y avait une proposition clairement qui était annoncée, mais depuis que je suis sorti de ce film, je suis toujours à me demander qu'est-ce que j'ai vu. C'est pas un film Thor, c'est pas un film Hulk, c'est pas un film avec des enjeux de ouf, alors que pourtant il y a la destruction d'Asgard, tout ça, tout ce que tu veux, il y a Hela qui s'amuse à faire le ménage avec les persos secondaires, mais moi je suis là. Ok, Taika Waititi, c'est un bon pari, il fait de la rupture de ton, il maîtrise par rapport à l'élément comique, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à marier les deux tons en fait. Parce qu'à certains moments, très peu, mais c'est vraiment serious business. Et à d'autres moments, faut foncer dans l'anus du diable, quoi. Donc malheureusement, le mariage se fait pas à mon sens. Donc oui, il y a de la musique, c'est esthétique, il y a des propositions, tout ce que tu veux. Et ça propose, on va dire, enfin une petite interprétation de Thor qui se détache de ce qu'on a eu avant, mais ça on en reparlera, qui peut être un peu plus adapté au reste du MCU et plus par rapport au souhait du public. Mais très clairement, comme je sais pas quel film j'ai vu, je peux pas l'apprécier. Donc pour moi, c'est un flop parce que en fait, je sais toujours pas ce que le film propose, ce qu'il veut me raconter, ce qu'il veut faire, ce qu'il tente de machin. Donc pour moi, c'est du flop, quoi. Euh, je repars là-dessus. Alors moi, Thor Ragnarok, c'est un film sur lequel j'ai un peu plus de réserve par rapport au flop en fait. C'est-à-dire que autant je pourrais le mettre dans les flops et autant je pourrais le mettre dans les tops, tellement ce film, j'arrive pas à le classer. Par moments, j'ai envie de hein, puis de temps, je fais ah, et je fais, ouais. Parce que on en a discuté avec un autre pote. En fait, j'aime en fait, j'aime le parti pris. J'aime le fait que Taika Waititi ils disent on va s'amuser des codes qu'on a quelque part nous-mêmes créés avec le MCU, tous ces codes de super-héroïques, la façon de faire les plans, la façon de faire des héros, la façon de traiter certaines situations, ok. La rupture de ton, ok. Juste, ça arrive sur le seul personnage sur lequel je pense ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que, à la base, pour moi, de toute façon, Thor n'a jamais eu une bonne adaptation au cinéma. Gros échec du MCU. C'est le gros échec du MCU. Et je pense que ça vient en partie de son acteur principal, Chris Hemsworth, qui, à mon sens, ne convient pas à Thor. Thor, c'est censé être un guerrier viking, dans l'esthétique. Hein. Évidemment, c'est un dieu nordique, mais du coup, dans l'esthétique, ça pourrait être un espèce de guerrier viking. Voilà. En tout cas, par exemple, si vous regardez, si vous lisez l'arc qui s'appelle Le Tueur de Dieu, qui est sorti il y a 2 ans, c'était dans le Marvel Now, que je vous conseille, qui est vraiment excellent si jamais vous devez lire que ça de Thor. Enfin, il y a vraiment quelques récits comme ça de Thor. Il y a eu 3 reboots depuis de l'univers Marvel, mais tout va bien. Ouais, plus ou moins. Mais en tout cas, par exemple, lisez Le Tueur de Dieu. Et vous verrez ce que c'est que l'univers de Thor. C'est à l'issue de ça que du coup Jane Porter est devenue Thor, non? Non, c'est plus tard ça. Ah, encore, ça, okay. c'est plus tard. Tais. Ça, c'est l'arc de Dieu, tueur de Dieu, c'est vraiment quelque chose de. C'est en vase clos. C'est juste Thor avec qui doit se débarrasser d'une espèce d'entité qui tue tous les dieux.
Et ça, franchement, c'est super sympa. Mais au-delà de ça, ça donne vraiment l'esthétique d'un Thor guerrier, premier degré, d'accord? Il y a pas trop d'humour dans le personnage de Thor. C'est un personnage un petit peu solennel. Je suis Thor, le fils d'Odin, agenouille-toi. C'est un personnage un peu solennel. Alors des fois, il y a de la légèreté, d'accord? De la légèreté, on est d'accord, qui est créée avec avec sa relation avec d'autres personnages. Ça sert les sidekicks en fait. Voilà. Mais c'est de la légèreté, c'est pas de l'humour, dans le sens où justement Thor a souvent ce côté de personnage un peu rigide. Lorsqu'il est avec les Avengers, des fois, typiquement, c'est pas son rôle d'être le comique. Dans les Avengers, on a déjà Spider-Man pour ça, par exemple. Pour les pics un peu cyniques, etc. On a Iron Man. Et donc, on a transformé dans le MCU Thor en surfeur australien. Et ça vient principalement, je pense, de son acteur principal. Et j'ai rien contre Chris Hemsworth, hein, attention. J'aime bien l'acteur, c'est juste que je pense pas en fait qu'il. Lui, si on me dit, on revient en arrière et on recaste un autre personnage, un autre acteur pour jouer Thor, qui permettrait d'axer Thor justement dans un truc un peu plus mythologie, vraiment nordique, viking, et pas cette espèce de drame shakespearien qu'a fait Kenneth Branagh à partir du premier. C'est à cause de ça que derrière découlent tous les problèmes de Thor. Et donc du coup, pour ce qui est de Ragnarok, finalement tu dis, déjà, bon, Waititi il fait quelque part avec ce qu'il récupère, d'accord? Surtout que Marvel s'est dit, ouais, de toute façon on a essayé pendant 2 films, ça marche pas, donc vas-y, fais En fait, pour moi, je vois clairement dans Ragnarok un espèce d'aveu d'échec de Marvel pour Thor. Ils disent, Thor, ça ne fonctionne pas en termes de critiques sur les 2 premiers films. Le personnage est apprécié, le personnage de Thor. Le personnage de Loki est clairement apprécié. Mais quand c'est juste des histoires qui ne font intervenir que les Asgardiens, ça bloque. On semble ne pas pouvoir raconter les histoires. Et d'un autre côté, il y a une forte demande des fans pour voir un film sur Hulk. Avec le personnage, avec Mark Ruffalo qui incarne Hulk. Parce que les gens, quand t'es arrivé à Avengers, on a dit on recaste parce que Edward Norton en fait il re-signe pas parce que finalement on l'a entubé sur le montage, il s'était pris la tête, tout ça. On a recast, on a pris Mark Ruffalo, les gens étaient comme ça, et puis finalement on a vu Mark Ruffalo dans Avengers, tout le monde était là, ouais, Mark Ruffalo comme ça, on en veut plus. Surtout qu'apparemment c'était lui à la base qui était pressenti pour, de ce que j'ai compris, mais que finalement ils ont pris Norton. Ils ont pris Norton. Apparemment, de ce que j'ai vu, je sais plus chez quel youtubeur, mais j'avais vu cette info-là. Donc forcément, quand il a fallu recaster, c'est tout naturellement qu'ils se sont repenchés sur Ruffalo. Qui est un choix vraiment intelligent, puisque Ruffalo donne vraiment toute sa dimension au personnage de Hulk. Et les gens voulaient un film Hulk. Mais sauf que Marvel, ils sont pas. Alors déjà, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire un film Hulk tout seul. Puisque c'est toujours Universal qui dispose des droits d'adaptation pour un film Hulk en solo. Par contre, Marvel Studios peut faire ce qu'il veut à partir du moment où Hulk apparaît dans un film d'un autre héros. Et donc, pour faire un film avec Hulk, ils peuvent pas le faire tout seul. Donc, ils sont obligés de l'insérer dans le film d'un autre. Donc, ils ont mixé Planète Hulk avec Ragnarok. Sauf que, alors tu prends la planète Hulk et me dire, on fait cette ambiance un petit peu décomplexée, cette ambiance un petit peu 70s, comme ça, le côté un peu kitsch, et puis le ton qui se veut, bon, on casse un peu les codes, tout ça. Si tu prends planète Hulk et que tu mets un autre perso avec, je veux bien, mais juste tu mets pas Ragnarok avec. Tu fais pas Ragnarok. Parce que Ragnarok, c'est l'arc terre-à-terre au possible dans Thor. Dans Thor, dans les comics, l'arc de Ragnarok, bon, il y en a 2 en réalité, mais le plus récent en tout cas, qui date des années 80 ou 90, je ne sais plus, c'est vraiment un arc dans lequel tous les Asgardiens meurent. Tous, sans exception, même Thor. À la fin, l'univers de Thor n'existe plus dans Ragnarok. Il ne réapparaîtra que des années plus tard dans Renaissance, qui est aussi un arc que je vous conseille vraiment, dessiné par Olivier Coipel, un Français qui a un très 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 bon style. Donc voilà, je fais aussi la pub pour les comics. Mais donc du coup, Thor ne réapparaîtra que des années plus tard en fait. Et donc du coup, tu ne peux pas mixer Planète Hulk
traité de façon lolidol avec Ragnarok. Parce que du coup, dans le film, tu as ce côté. Bah, il y a des passages où bah, on est dans l'arène, on est sur la planète à la con, on fait des blagues. Et en fait, le problème, c'est que pris indépendamment, ça fonctionne. C'est une fois que tu les as mixés les deux que tu dis. Bah c'est pendant ce temps, Ella fait limite un génocide, donc... C'est ça. Elle a fait un génocide, elle tue tout le monde. Elle va détruire Asgard et tout. Tu fais, oh mon dieu. Pendant ce temps-là, Heimdall essaye de protéger les Asgardiens. Et pendant ce temps-là, au Parti communiste, t'as Hulk qui fait Thor qui se bat contre Hulk dans une arène. Et puis après, il prend Loki sur les épaules. Puis il fait, oh mon frère est blessé. Bam, il le balance. Et ils font des blagues. Et tu sais, mais ça fonctionne aussi in a vacuum, quoi, comme on dit. Les deux pris séparément, ça fait deux films qui peuvent être sympas, mais tu m'en as fait deux films. Et du coup, en fait, j'arrive pas à aimer le film complètement parce que justement, il y a ce problème de mixage, de ton, et que pour moi, fallait pas faire ça avec Thor si on voulait faire un exercice de style où on se dit, bah, on nique un peu les codes. Et à la fois, je peux pas le détester parce que je vois vraiment quelqu'un qui a envie de s'amuser avec les codes, qui a une vraie proposition. Et donc, du coup, c'est vraiment, j'ai le cul entre deux chaises et je peux pas le considérer comme un flop, mais j'arrive pas à le considérer comme un top. Donc, du coup, c'est. Thor Ragnarok, pour le coup, c'est un cas complexe. On enchaîne la liste des flops avec le numéro 4, qui là encore est un peu différent pour nous. Ouais. Mais du coup, moi, personnellement, mon numéro 4, c'est Doctor Strange. En fait, je crois que je n'aime pas la phase 3. Pas beaucoup. Donc Doctor Strange, moi, j'ai plusieurs problèmes avec. C'est d'une part le personnage principal, en fait, qui m'a... J'ai rien contre Benedict Cumberbatch. Dans d'autres films, je l'apprécie beaucoup. Mais dans ce film-là, pour moi, il fait en fait du Tony Stark bis. Donc peut-être dans les comics, comme tu m'as dit juste avant de tourner, c'est pareil peut-être dans les comics. Enfin, c'est un personnage qui se rapproche dans le sens où au départ c'est un personnage arrogant, voilà, parce avec que des capacités. Je suis un grand médecin, je suis voilà. Très doué, donc forcément je pèle plus haut que mon cul. Quoi. Et puis à un moment donné il est ramené à son rabaissé, il est rabaissé, il est ramené à un statut plus humble, et donc du coup c'est à ce moment-là qu'il va choper ses pouvoirs, et donc du coup ils ont des caractères. C'est pas pour rien que les deux personnages sont dans le groupe des Illuminati, une espèce de groupe qui aime bien Marie bien quoi. Voilà, mais ça. Du coup moi j'ai un problème, ce qui fait qu'en fait pour moi c'est juste un Stark bis. J'ai le problème qu'il y a beaucoup d'effets visuels qui te foutent sur le cul évidemment, mais pour moi en fait c'est plus utilisé pour masquer entre guillemets un peu la pauvreté du scénar, parce que finalement le scénar, bah, le méchant tu t'en fiches, le grand maître tu t'en fiches, enfin tu t'en fiches un peu moi je m'en fiche un peu de tout dans ce film, ce qui fait que du coup je vois les effets spéciaux plus comme un cache-misère, c'est ah regarde c'est joli, c'est bien pensé machin, que comme une vraie prouesse, ce que c'est parce qu'il y a des effets spéciaux à se tomber le cul par terre. Par exemple la séquence où vous avez le grand maître qui fait un peu, réveille un peu Doctor Strange en lui montrant tous les plans astrales, machin, bidule. Pour moi, déjà, cette scène est beaucoup trop longue. Cette scène, t'as même un rappel. Comme à un moment donné, il revient, il fait c'est bon, c'est fini, non, vas-y, je te remets une couche, allez, hop, ouais. Cette scène est beaucoup trop longue. Pour moi, c'est juste, bah voilà, j'ai des effets spéciaux, je fais ce que je veux avec, regarde, c'est beau. Donc, du coup, pour moi, ce film est très très vide, a beaucoup d'effets spéciaux pour pas grand chose. Le méchant, on s'en fiche, parce que finalement, en fait, le grand méchant derrière, pour le peu qu'on nous en a parlé, bah on le voit à 5 minutes et on s'en fiche aussi. Enfin, pour moi, tout dans ce film, c'est juste, les gens nous ont demandé Doctor Strange, ils voulaient qu'on ait Benedict Cumberbatch dans la MCU, et il fallait caser une pierre d'infinité à ce moment-là. Donc, ouais, moi j'ai beaucoup de mal avec ce film, c'est pas que je le déteste foncièrement, c'est juste que très clairement, quand je suis sorti de ce film, j'étais là... C'est là où tu vois les limites du MCU un peu à mon sens, c'est que Doctor Strange, très clairement, j'ai pas adhéré. Quand tu adhères pas à tel personnage ou tel parti pris ou machin, bah très vite tu vois les ficelles étaient là. Ça se répète un peu quoi. Ouais, pour ce qui est de Doctor Strange, moi j'ai pas de problème avec le personnage en lui-même. Après c'est peut-être vaguement... Je comprends ce que tu dis dans le sens où ouais, si t'adhères pas au personnage, du coup tu vois plus les ficelles et donc du coup tu sors un peu plus du truc. Mais en tout cas, moi ça m'a pas dérangé. Après, c'est nouveau que... Aussi, on est habitué au niveau de la phase 3 à ne plus voir d'origin story. Et en fait, Doctor Strange arrive et bam, nouveau une origin story. Et donc, du coup, on se dit, ah ben, les origin stories, c'est. Enfin, on pensait qu'on était.
Parce que c'est, pour le coup, c'est vrai que dans sa structure, c'est un peu un Iron Man bis, parce que on a un personnage arrogant au départ, et qui va devoir changer totalement sa façon de voir le monde, et puis qui va amener à être un petit peu le porte-parole d'une façon de penser, etc. Donc ouais, c'est un petit peu un Iron Man bis. Après, le fait est que moi, comme j'adhère au perso, à ce côté, le côté un petit peu mystique, le pan mystique du MCU, bah finalement je suis rentré dedans et donc du coup j'ai pas eu ce problème. Moi par contre j'ai un problème, donc ça sera mon numéro 4. On en parle tout de suite, avec un film qui bizarrement est pas mal apprécié de certains. À part moi. Oui, mais et que j'avais aimé à la première vision, enfin en tout cas j'avais trouvé sympa comme ça à la première vision, c'est Spider-Man Homecoming. Alors là, certains vont se dire, oh mon dieu, tu n'as pas aimé Spider-Man. Qu'on soit clair, je ne fais pas partie des puristes qui vont vous dire, ouais, de toute façon, le meilleur Spider-Man, c'est ceux de Raimi. Tu fais, non. Ceux de Raimi sont les Spider-Man qui sont les mieux mis en scène. Voilà. Après, pour moi, la meilleure interprétation de Spider-Man, c'est The Amazing Spider-Man. Parce que, pour l'acteur, parce que tout simplement, je trouve que Tobey Maguire. Non, c'est pas Spider-Man. C'est pas devenu un mème sur internet pour rien. Enfin, c'est pas Peter Parker, voilà. C'est comme Michael Keaton en Bruce Wayne Batman. Tu fais, ok, c'est vos visions du truc, je l'accepte, mais du coup, c'est pas. C'est pas la vision ultime que j'ai du personnage, mais je l'accepte. Si ça se trouve, il y en a pour eux, le meilleur Spider-Man, c'est le Sentai japonais, hein, tu sais pas. Hein, oui, voilà, peut-être, oui, peut-être, mais dans ce cas-là, faut voir. C'est peut-être les mêmes grands malades. C'est peut-être les mêmes grands malades qui ont regardé la vidéo du top juste avant, alors qu'ils n'aiment pas le MCU, tu vois. C'est peut-être les mêmes. Mais non, pour moi, la meilleure interprétation du personnage, c'est The Amazing Spider-Man, parce qu'il y a vraiment, déjà parce que Andrew Garfield fait clairement plus jeune. Il a ce côté un petit peu plus malicieux que n'avait Tobey Maguire. Et puis dans l'interprétation, dans l'écriture du personnage, il y a ce côté où je parle beaucoup et puis je fais des vannes quand je combats. Ça, c'est Spider-Man. Pour ce qui est de la version du MCU, pour moi, j'ai pas de problème avec Tom Holland. Je sais qu'il y a pas mal de gens qu'au début qu'on fait ils sont toujours là à rajeunir, tu fais non, c'est juste que les autres ont vieilli, du coup ils ont pris des acteurs plus jeunes. Mais surtout que ce Spider-Man là, ils savent qu'ils le veulent pendant pas mal de temps. Donc il y a déjà ça, c'est qu'ils ont pris un acteur qui a 18 ans et qui, 19 ans, je sais plus exactement, pour être sûr qu'ils puissent le garder quelques années, forcément. Hein, il y a aussi ça. Et puis bon, bah, comme le fait est qu'on veut repartir sur un Peter Parker qui est au lycée, bon, autant ne pas prendre directement un mec qui a 32 ans. Voilà, hein, ça peut être une bonne idée. Donc j'ai pas de problème avec Tom Holland. Donc j'ai pas de problème avec cette interprétation de Spider-Man là, du coup, parce qu'elle se rapproche, je trouve, de Amazing Spider-Man, même si le ton de Amazing est quand même un peu différent de celui qu'il utilise pour le MCU, mais MCU oblige. Plus dark dans Amazing quand même, avec tout ce qui est Gwen Stacy. Oui, voilà, il y a ça. Bon, après, il y a le fait est que peut-être que ça va venir. Voilà. Ouais, mais par exemple, les parents de Peter, je les vois mal abordés dans le MCU, tu vois. Peut-être, oui, peut-être. Bon, bref. Et en fait, j'avais dit dans mon vlog à l'époque que grosso modo, ce qui faisait la force du film, c'était Michael Keaton en vautour. Parce qu'il fait un vautour incroyable, avec vraiment, il a un charisme, il est électrique à l'écran. Et plus j'y repense, plus je me dis, en fait, c'est pas que Michael Keaton est excellent en vautour, c'est que heureusement qu'il est là en vautour, parce que sinon, le film est ultra bancal, dans le sens où tu sens que le film, ils se sont dit on a récupéré les droits de Spider-Man, il faut faire un film Spider-Man alors que c'était pas prévu, alors qu'en fait il devait y avoir Black Panther, vite on repousse Black Panther et en fait on fait un film Spider-Man là. Et du coup, il y a beaucoup de fanservice pour pas grand chose des fois. Et surtout, il y a des incohérences avec ce qui s'est passé juste avant dans Civil War, notamment avec le fait que au début il montre une cassette avec Captain, alors que tu dis mais Captain il y a eu Civil War, donc théoriquement c'est devenu un fugitif hors la loi, tu ne devrais pas dans les écoles le montrer, en tout cas pas comme c'est montré là.
on nous case un Iron Man en mode ouais, Iron Man, tu fais. Bah, c'est un peu la caution en fait. C'est la caution du film et tu fais mais pourquoi vous mettez Iron Man comme personnage, comme espèce de mentor de Spider-Man, surtout que bah, parce que c'est pareil dans le comics. parce que t'as envie de dire au niveau du comics bah il y a autre chose en fait à mettre plutôt que ce personnage que Iron Man, surtout pour l'usage qui en est fait en fait. C'est on nous tease du Iron Man pour faire allez venez il y a Iron Man et en fait on le voit pas beaucoup et il sert pas énormément et et du coup, t'es là, tu fais ben heureusement qu'il y a Michael Keaton, quoi, en fait, parce que. Je pense qu'il est là juste pour dire ouais, mais parce qu'il faut faire un lien, parce que Michael Keaton, en fait, il est vénère contre Stark, donc du coup, il y a de ça, mais tu dis, on pouvait imaginer largement ça sans avoir besoin de mettre sans avoir besoin de mettre Stark dedans. Donc voilà, pour moi, Spider-Man Homecoming, c'est clairement un nez. Parce que quand je le revois, je fais ben, heureusement qu'il y a Michael Keaton. Parce que tout seul, le film ne se tient pas. Et parce que ben, j'ai vraiment l'impression que ouais, on récupère Spider-Man, vite, faut faire un film. Et donc, du coup, il a fait un peu à la va-vite. Je pense que j'ose espérer que derrière, il va être mieux utilisé. Le Spider-Man, je pense déjà ils sont là, ils ont fait bon vas-y, c'est juste pour l'intégrer, comme ça après on peut le mettre et puis on peut en faire ce qu'on veut sans avoir à faire d'origin story ou de machin. Bah déjà en termes de love interest et donc d'empathie par rapport au personnage, ce sera sûrement mieux fait plus tard parce que du coup on a évacué la fausse MJ et du coup on a Zendaya comme la vraie MJ et du coup peut-être qu'on aura pas plus d'empathie par rapport à ça s'il travaille ça. Mais... le personnage de son love interest là, qui est la fille du retour dans Homecoming, en réalité elle existe dans les comics, c'est vraiment le tout premier love interest de Peter Parker. Avant Gwen Stacy en fait. Ah. C'est vraiment le tout premier love interest de Peter Parker. Clin d'œil. Et après c'est Gwen Stacy. Et après du coup c'est MJ. La seule et l'unique, tout ça quoi. Le problème c'est que bah, du coup je comprends pas ce qu'ils font avec MJ non plus là-dedans où ils disent on sait enfin MJ t'as envie de dire qu'elle soit pas rousse je m'en fous, qu'elle soit pas blanche on s'en bat les couilles. Parce que c'est pas ça qui définisse le personnage. Par contre juste nous faire genre elle s'appelle MJ mais non mais on nous a dit qu'elle s'appelait c'est pas Mary Jane en fait et si tu crées un personnage qui s'appelle MJ il faut qu'elle s'appelle Mary Jane si à la fin on nous dit le personnage s'appelle Mary Jane bah ok d'accord Zendaya ressemble pas du tout à Kirsten Dunst dans les premiers Spider-Man mais c'est pas grave ok Zendaya ressemble même pas au personnage dans les comics mais est-ce que le personnage des comics ça m'énerve souvent quand on dit ressemble pas dans les comics. Typiquement, quand il y avait eu le reboot des 4 Fantastiques par Josh Trank et qu'on avait dit la torche et les blacks, les pas blacks dans les comics, tu fais et alors est-ce que le personnage est défini par sa couleur de peau? Non! Il a toujours été blanc parce que les personnages ont été créés à une époque où ben. C'est comme dans Thor avec Heimdall et, oui, voilà. Et le gars qui est devenu chinois qui est pas chinois en fait. C'est ça, tu fais ben. Mais c'est pas grave en fait, c'est. À la limite, Heimdall, tu fais bon, c'est censé être des dieux nordiques, les dieux nordiques dans leur représentation sont entre guillemets censés être blancs. Bon. Donc Heimdall. Mais pour MJ, tu fais. Si tu me dis MJ, fondamentalement, c'est Zendaya. Elle est blanche, rousse. Tu dis non, enfin, elle est dessinée comme ça dans le comics, donc on la refait tout le temps comme ça dans le comics, mais si jamais un jour un réalisateur dit ouais bah moi ça m'intéresse pas de la faire rousse parce que tout simplement j'ai pas une actrice rouge comme ça, par contre j'ai une actrice que je veux utiliser et je dis c'est MJ, bon voilà c'est comme les gogoles qui disent oh Gal Gadot en Wonder Woman ça va pas parce qu'elle a pas assez de boobs, tu fais à un moment donné faut aller vite vous faire soigner quoi les enfants, c'est comme Optimus Prime, ouais il a pas de flamme normalement, enfin allez mourir quoi. Donc mais c'est juste que pour le personnage de MJ, pour en venir à ça et puis conclure, je comprends pas parce qu'on nous dit que en fait ils nous disent c'est MJ mais on sait que c'est pas MJ parce que on sait que du coup c'est pas la vraie Mary Jane parce que bah elle s'appelle pas Mary Jane donc on nous a juste casé MJ pour faire t'as vu j'ai dit MJ t'as vu tu sais oui mais on nous a dit qu'elle s'appelait pas Mary Jane donc du coup c'est pas le vrai personnage quoi. Si on se trouve dans le 2 ils vont rétro-pédaler ils vont introduire un personnage blanc rousse qui s'appelle Mary Jane il va y avoir 2 MJ ce triangle amoureux de la... ouais. Alors pourquoi on va faire numéro 3 et numéro 2 en même temps? Mon Dieu. Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit de 2 films de la même saga qu'on a déjà traité juste avant, puisqu'il va s'agir de Thor et de Thor 2. Le monde des ténèbres. Voilà. Donc comme quoi les films Thor décidément il n'a pas de bol.
Il n'y a pas que nous qui aimons pas Thor. On peut se dire qu'on est plus ou moins... On peut dire qu'on n'a pas tort. Bon, non, sans déconner, les films Thor... alors le premier, autant vous dire que c'est pas celui que je déteste le plus, parce que il se tient, c'est juste que quand je l'avais vu, j'avais fait, c'est pauvre. Dans le sens où, bah, tu fais, ouais, c'est tout. Bah, moi, On a eu Iron Man avant. En fait, on a eu Iron Man, l'incroyable Hulk et Iron Man 2 avant. Et du coup, on arrive sur Thor et tu fais, je m'attendais à un truc plus... et finalement, t'as Thor et tu fais, ok, bon, le Loki est génial, mais sinon, tu fais... Tout ce que t'as à te mettre sous la dent, c'est le destructeur, quoi. Ouais, moi, j'étais là pendant tout le film. Non, déjà, la bande-annonce, j'étais là, non, c'est pas encore un gars en armure. Dites-moi que c'est pas encore un gars en armure, le méchant. Puis en fait, non, l'armure est vide, mais ça reste une putain d'armure. Et puis le destructeur, t'es là, ouais, paye ta menace, quoi. T'en parles plus après, non. Bon, attention, il est détruit, donc voilà. Mais... Donc, un des premiers problèmes, ça, j'en ai déjà parlé juste avant pour le cas Thor Ragnarok, c'est Chris Hemsworth. Pas, comme j'ai dit, parce que j'aime pas Chris Hemsworth, mais parce que ça lui donne un côté surfeur australien, un petit peu, beau gosse, grande gueule, tout ça. Ah bah, et c'est pas le personnage. La formule du MCU, malheureusement, c'est appliqué direct alors que ça aurait pas dû, quoi. Thor, c'est censé être un personnage arrogant, déjà. Alors certes, ils le font un peu arrogant, mais c'est plus en mode, ouais, attends, il est plus sûr de lui que... Oui, il est trop sûr de lui, il est pas vraiment arrogant comme un Stark, c'est juste que bon, il a la confiance, quoi, même si théoriquement, il est censé être très arrogant, hein. C'est pour ça qu'il se fait bannir, parce que là, il se fait bannir en mode, tu fais... Bah, il a juste fait une mauvaise décision, quoi. Tu fais, c'est une connerie, mais une connerie d'enfant. Tu vois, t'as l'impression qu'il fait une connerie parce qu'il fait une connerie d'enfant. Tel que je le vois, c'est comme il est présenté au début de Thor, on nous dit, bah, en fait, c'est un grand gamin, un grand ado qui est toujours là en mode, la guerre, c'est cool, je vais faire la guerre. Et il fait la guerre, et puis finalement, bah, il se rend compte que, wow, j'ai peut-être pas préparé mon plan, c'était peut-être un peu de la merde. Bah, c'est surtout, en fait, il désobéit à Odin. Odin lui dit, tu fais pas la guerre. Il va derrière son dos, il va faire la guerre. Sauf que juste avant, t'allais l'introniser roi. Donc tu sais quel caractère il a, tu sais si t'écoutes ou pas en général. C'est ça. Donc peut-être dire, en fait, prends que je t'intronise pas, c'est juste pour savoir si t'étais toujours aussi con. Ouais, c'est un peu ça. Donc du coup... Et du coup, t'es là, tu fais, bah, ouais, ok. Et du coup, tu le bannis parce qu'il est con, mais ça tu le sais déjà. Et du coup, tu fais... Ça aurait été tellement mieux que, bah déjà, qu'il soit pas, entre guillemets, intronisé roi, et que juste, il fasse un truc en mode, je suis arrogant, je lui désobéis, et je mets vraiment le truc en danger. Là, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils sont en danger, parce que, ok, ils se fight contre des géants, mais tu dis, j'ai pas l'impression que ce soit non plus the grosse menace contre Asgard, quoi. Pareil que Mjolnir, c'est un peu cheaté, quoi. Donc... Tu fais ta Mjolnir, c'est un peu pété, donc au pire Odin il te le reprend et puis il casse des culs avec et puis terminé bonsoir. Ça, tu vas dans ta chambre, t'as pas tes jeux vidéo, je te prends ton marteau, voilà, hop. Donc, réfléchis à ce que t'as fait, gamin. Et donc du coup il y a vraiment ce côté du grand gamin qui fait un peu n'importe quoi, puis on l'envoie sur Terre et puis d'un seul coup il se rend compte que ouais ok d'accord j'ai fait des bêtises et puis en fait c'est mon frère qui m'a un petit peu roulé dans la farine et finalement à la fin du film tu as plus d'empathie pour Loki qui est le méchant que pour Thor parce que tout simplement parce que c'est encore un souci de casting parce que simplement le personnage de Loki est super bien casté parce que Tom Hiddleston aujourd'hui on n'imaginerait pas quelqu'un d'autre jouer Loki alors que Thor tu prends un grand blond baraqué potentiellement il peut avoir le rôle quoi. C'est vraiment un problème, c'est-à-dire que et quand tu vois la réaction de certaines filles quand elles sont là on va tu fais ouais c'est ça, c'est vous avez juste pris un putain de beau gosse, un putain de surfeur australien et vous êtes dit ça c'est bien et tu fais fondamentalement ok il me dérange pas. Maintenant qu'il est là, on le garde. On a de l'affection pour lui, tu vois. Mais du coup, ça crée un univers. Alors déjà, ils ont pris Kenneth Branagh, qui pour moi... il a jamais réalisé de trucs fous, hein, parce que ces dernières années, Ryan, le crime d'Orient Express, t'es jamais... ces dernières années, tu fais... soit c'est un peu de l'ego trip, soit...
Enfin, c'est très emphatique. Moi je l'aime bien quand il fait Gilderoy Lockhart dans Harry Potter, mais sinon, voilà. Et tu fais, ouais, puis ces films et ces pièces de théâtre vraiment orientées shakespeariennes, c'était quand même il y a quelques années, quoi. Bah, c'est là que du coup, tu vois que Kenneth Branagh, là où il a dû grain un moule, lui, c'est justement là, par rapport à Loki, quoi. Parce que c'est là où est, entre guillemets, la vraie tragédie. Donc tu vois que justement, la relation entre Loki et son frère est accentuée, mais grâce à Loki, et la relation entre Loki et Odin est accentuée grâce à Odin. Bah, grâce à Loki, je vais dire. Grâce à Loki. Mais Thor est un peu une espèce de spectateur de tout ça, et à la fin, juste, il récupère son marteau parce qu'il a découvert le pouvoir de l'amour et que du coup, il va protéger... Et de l'humilité. Voilà, le pouvoir de l'humilité parce que bah, Nathalie Portman lui a fait je contre le rayon laser. Et, puis il a fait ah, elle lui a montré le dictionnaire à lettre P et puis il a vu pardon. Ah, c'est un mot ça. Voilà. Ah merde. Pardon. Pardon, et du coup il récupère le marteau et il tue le méchant, enfin l'espèce de menace à la fin. Et puis à la fin, juste, bah, il va battre Loki. Et puis voilà, et donc du coup, t'as presque plus de la peine pour Loki à la fin. Mais. Bah, et puis même en termes de pur objet filmique, tu vois qu'au début, Marvel, avec Thor et Iron Man 2 notamment, c'était là, le rythme d'un film, on s'en bat pas un peu les couilles. Ben, non, parce qu'on aime bien les milieux bien lourdingues, bien longs, parce qu'au début ça pète, à la fin ça pète, mais au milieu ça rame du cul, quoi. Mm. Et du coup, on va passer au tout dernier du coup de cette liste de flops. On parle pas de Thor 2 du coup. Ah non, c'est lui, attends. Pour ce qui est de Thor 2, c'est à peu près les mêmes soucis, sauf que c'est accentué. C'est pire parce que c'est le film le plus catastrophique en termes de production du MCU. Faut savoir que le réalisateur a eu de très très mauvaises relations avec Marvel Studios. Qui à la base, Alan Taylor avait réalisé des épisodes de Game of Thrones et Marvel ils aimaient bien récupérer les réals de Game of Thrones à ce moment-là. Et puis pareil pour ce qui est du compositeur, le compositeur en milieu de course s'est fait jarter avec quelques remerciements en mode vous êtes prié de ne plus jamais travailler avec nous. Déchirer sa carte de compositeur. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils ont rappelé Alan Taylor. Brian Tyler. Brian Tyler, qui a fait une BO à l'arrache parce qu'il avait fait celle d'Iron Man 3 juste avant et du coup, il a fait la BO de Thor, mais quand vous l'écoutez, c'est presque de la theme music ou c'est presque de la musique de bande-annonce, tu sais. Bah, y a un thème principal qui est catchy et après... Et après, c'est vite parce que tu sens que le mec, il arrive, on lui a dit... c'est un peu que Danny Elfman sur Justice League, on lui dit un mois et demi avant, t'as un mois et demi pour nous faire une BO. C'est-à-dire, en fait, moi j'avais pas prévu de décéder tout de suite. Et ils font, non, mais tu fais. Et puis les mecs crament, donc du coup, c'est un peu vite. Donc ça se sent que la production est chaotique, qu'il y a dû avoir plein de reshoots, qu'il y a dû avoir plein de réécritures de scénarios. Thor 2, fondamentalement, bah, on doit caser une gemme de l'infini. Voilà. Et là, Thor 2, c'est vraiment le cas d'école du MacGuffin qui est vraiment trop poussé. Autant pour les Gardiens de la Galaxie, ça va, parce que comme on a dit, autour, ça tourne bien. Mais comme Thor, tout le film est chaotique, on se rend compte que c'est tout ça pour... dire ouais on a récupéré une gemme d'infinité et tu fais et le reste ben c'est Thor de nouveau un peu maltraité en termes au niveau de son personnage. Nathalie Portman a un peu un pilote automatique et ça l'a tellement saoulé qu'après salut ouais c'est ça, c'est pour ça qu'elle ne revient plus parce que l'expérience sur Thor 2 était pas bonne du tout. Loki, bah étant Loki ça va, puis c'est celui qui a l'arc narratif le plus intéressant de nouveau et puis voilà, et puis le reste ben c'est on casse de l'humour. Ça me fait penser un peu aux 4 Transformers 2 où tu te rends compte que des fois ben, y avait des vides dans le scénar et donc du coup on a juste casé des blagues. Sauf là, ils ont ajouté un sidekick à la sidekick. Oui, en plus. C'est-à-dire que dans le premier Thor, vous aviez il y avait 4 personnages principaux plus les Asgardiens. Vous aviez Thor avec donc Nathalie Portman qui jouait Jane Foster. Son assistante jouée par Kat Dennings et s'appelle le docteur Selvig. Le docteur Selvig qui est interprété par Sasgard, je sais plus quoi, Peter Sasgard, je crois. Skarsgård. Non, mais c'est Skarsgård, mais son prénom, le père, je ne me rappelle pas parce que Peter Skarsgård, c'est. C'est un des fils. Ah bah alors là, je ne sais plus. Ou c'est lui. Je ne me rappelle plus parce que il y a plein de Skarsgård. C'est comme les Hemsworth, il y a plein de Hemsworth, il y a plein de Skarsgård. Voilà, les Skarsgård, il y en a trop, sauf que ben. Puis c'est pareil. Baldwin à l'époque. Mais sauf que Baldwin, c'est plus facile à dire que Hemsworth ou Skarsgård. Il y a des accents des fois, c'est pas comment les prononcer. Arrêtez d'avoir des noms compliqués, s'il vous plaît. Donc, et ils étaient que 4 et
le personnage, autant Selvig servait à quelque chose, autant le personnage de Kate Dennings, en fait, C'était le ressort comique. c'était un ressort comics, un ressort comique, pardon, dans cette petite troupe. Et dans Thor 2, ils ont fait un assistant à l'assistant. ils lui ont rajouté un espèce d'assistant qui est un ressort comique du ressort comique. C'est un peu Transformers 2 où on s'est dit attends, on a déjà mis un sidekick, rajoutez les deux bagnoles, là, rajoutez les deux Transformers qui font des blagues et qui servent à rien. Tu fais pourquoi vous avez déjà un ressort comique? Excuse-moi, Kevin Feige, mais Dr. Selvig, on en fait quoi? On va mettre-le en slip. Ça Ouais, ira voilà. bien. Et Faites-le déambuler en slip, ce sera c'est marrant. ça, et du coup, en plus, ils ont pris le docteur Selvig, et du coup, ils font bon, on n'a plus rien à lui faire, mais on va quand même le mettre là. Ils auraient dû appeler Michael Bay en fait pour ce Ouais, pour faire ce film. Ouais. Tellement Transformers 2, Thor 2 en fait. Ouais. Mais Donc, un des gros problèmes très aussi, c'est que la fin, ce qui est voulu comme le climax du film, mais ça dure une plombe. Ah, ça dure une Avec plombe. leur histoire de portail interdimensionnel, Thor il vient pour buter l'elfe noir, sauf que du coup il se prend un portail, il est propulsé à l'autre bout de Londres, il prend le métro, c'est drôle, il revient, ils arrêtent pas de jouer au chat à la souris, ça prend des plombes, on en a marre, mais C'est ça. mon dieu, arrêtez ce film quoi. Et en plus, le méchant, Malekith, Oh. t'en as juste rien à foutre. T'es là, tu fais je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Et une autre reproche qui a été faite, mais ça c'est pour la phase 2, comme on a dit, c'est le fait que il se passe quelque chose, c'est après Avengers, il se passe des trucs et tu dis enfin, ça fait un moment, qu'il se passe des trucs à Londres. Pourquoi Surtout que c'est médiatisé, tu vois, c'est il passe des médiatisé, télés, il y a machin. des vaisseaux à Londres qui détruisent tout, machin bidule, le Tu fais- Shield existe le parce qu'ils Shield- sont là pour nettoyer après dans un épisode Voilà. de Bientôt Shield. Mais tu dis, mais pourquoi il n'y a pas au moins Iron Man qui se pointe pour essayer de les aider? C'est juste, voilà, c'est. Non, Avengers c'est fini, donc je refais mes trucs dans mon coin. C'est ça. C'est interminable, c'est. Autant Thor, tu dis, bon, ça se tient, c'est pas méchant. Ça mais c'est servait pas bien. juste à planter le personnage, Voilà, ça là plante- faut en faire quelque chose Sans d'autre. faire quoi. quelque chose d'autre, et ça n'en fait rien. Et donc, C'est du ça coup, que t'es là, je tu sais fais. Non, Thor 2 c'est interminable, le méchant est pas cool. Il n'y a pas assez de Loki, le personnage de Thor est toujours pas suffisamment bien traité. Puis Le Love l'histoire. Interest avec Natalie Portman, on s'en fout. Ouais, voilà, il y a trop de personnages sidekick, de l'humour qui a rien à foutre. Enfin bref, Thor 2, c'est pas bien. Et on va finir avec le film qui est sûrement un des films les plus détestés Le du flop MCU. du flop, la crème Le de la flop du crème. flop. En tout cas, moi, clairement, celui avec lequel j'ai le plus de mal, c'est évidemment Iron Man 2. Puisque c'est un film qui est trop long, avec un méchant pas assez intéressant, qui a été charcuté au montage. D'autres intrigues circuitées au montage, D'autres d'autres intrigues. amoureux avec Scarlett Johansson. Donc voilà, c'est un film qui, alors déjà, essaye d'utiliser des intrigues du comics, en tout cas des ressorts particuliers du comics, comme le fait que Tony Stark est alcoolique dans le comics, et il a un gros problème avec l'alcool. Sauf que là, on le fait juste, il fait pipi dans son armure, et tu fais... C'est ça. Bah, Tu il a fais- une petite pulsion autodestructrice. C'est quoi, ça, à un parce qu'il moment sait donné- qu'il va mourir, c'est même pas l'alcool en fait. C'est ça, à un moment donné, il sait qu'il va mourir, et donc du coup, il se bourre la gueule, et il fait pipi dans son armure, tu fais, non mais... C'est pas ça, c'est si vous voulez utiliser l'alcool, typiquement il y a un arc d'Iron Man qui s'appelle Demon in a Bottle, donc Le diable dans la bouteille. le diable est dans la bouteille, donc ça veut dire ce que ça veut dire, qui est clairement là-dessus, où l'ennemi, il n'y a pas d'antagoniste, l'antagoniste c'est Stark lui-même et son alcoolisme. Et il y avait des trucs à faire avec le fait que justement le Shield surveille Iron Man parce que ils savent qu'il est alcoolique, peut-il gérer son armure, alors que là du coup on zappe un peu là-dessus et derrière on te dit bon on va ramener le Shield, alors il faut introduire le personnage de la veuve noire, donc du coup on en met un petit peu, mais C'est faut surtout pas, plus que ça, faut préparer Avengers en fait. c'est ça. Donc le du Shield, coup, la Veuve Noire, Nick Fury, Agent Coulson. ça, on en remet, On on en bouffe, remet quoi. on en remet plein de couches. Mais il faut pas oublier que voilà, on a quand même notre méchant qu'on a introduit au départ, mais il nous faut un deuxième méchant qui va faire affaire. C'était très à la mode à l'époque, malheureusement, ça craignait les films avec deux méchants quoi. Mm. Parce que justement, on savait qu'ils n'arrivaient pas. Spider-Man 3, il n'était pas arrivé. Enfin, il y avait des craintes quand tu mettais deux méchants dans un film d'adaptation de comics, en général, ça se passait pas bien quoi. Et derrière, The Dark Knight Rises aussi, quelque part on pourrait en parler, mais donc là il y a plein de problèmes dans Iron Man 2, il est trop long, il essaye de faire 18 films en même temps, alors que il y aurait eu... En fait, il essaye de faire trop compliqué. Il y avait beaucoup plus simple à faire pour un deuxième Iron Man. Tu dis,
on peut traiter juste l'alcoolisme de Stark et donc du coup la défiance du gouvernement du fait que bah, c'est connu qu'il est alcoolique et que du coup, est-ce qu'il va pouvoir vraiment gérer son alcoolisme, puis gérer son armure, c'est dangereux, il pourrait péter un câble, etc. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant de traiter juste le côté avec le Shield, et puis trouver un antagoniste, voilà. Et puis il y a le côté... avec donc Mickey Rourke, alias comment il s'appelle, Ivan Vanko. Voilà, et tu fais... Bah, on aurait pu traiter que ça. Et quitte à garder cette espèce de deuxième méchant, mais qui est un espèce d'entremetteur, de méchant. C'est-à-dire que, voilà, et en plus, son personnage est correct. Mais tu dis, mais là, vous avez tout mis en même temps. Enfin, du coup, à la fin, j'ai juste des petits bouts de plein d'histoires en même temps. C'est ça, t'as plein de petites pièces qui individuellement auraient pu être cool, mais malheureusement, le mélange se fait pas. Et ça fait un film trop long avec beaucoup... Un segment du milieu comme Thor 2 ou Thor 1 rame du cul. Qui rame du cul comme pas possible, quoi. Et du coup, c'est pas intéressant. En fait, c'est ça, c'est pas intéressant, c'est même pas ultra divertissant. Puis le climax est nul. C'est ça, c'est que le climax est nul. C'est que on nous fait, ouais, à la fin, il y a Vanko qui va se battre contre Iron Man, mais heureusement, son meilleur pote a enfin, parce qu'on nous le teasait depuis on nous l'a teasé dans le premier, War Machine et tout. Donc, du coup, ouais, c'est cool. Vous avez Rhodes qui met le War Machine, et avec Iron Man, ils vont se fighter contre Vanko, et le combat dure, mais. Ouah, 1 minute! Bah surtout que War Machine, en vrai, il se fight pas beaucoup avec ouais, il élimine les drones parce qu'il est plus armé. Mais en vrai, du coup, tu fais... Bah, on voit pas trop War Machine, et Iron Man fait 2-3 trucs, et à la fin, il y a le combat qu'on veut voir avec Vanko, avec ses fouets, etc. Et ça dure pas... Ça dure 2 secondes, et le mec meurt pour de la merde. Et tu fais... Quoi, c'est ça, en plus, le climax? Ah bah, les Ghostbusters ont prévenu, faut pas croiser les flux. Hein. Mais c'est ça, tu fais... Il y a trop de trucs en même temps et du coup il n'y a rien qui fonctionne. Il y a même des trucs il y a des trucs encore qui auraient pu fonctionner tout seuls si vous les aviez traités, et il y a des trucs qui tu fais bah fallait pas les traiter comme ça. Typiquement, pourquoi vous avez parlé de l'alcoolisme de Stark si c'est juste pour en fait dire ouais mais c'est parce qu'en fait il croit qu'il va mourir et du coup il fait juste pipi dans sa combinaison parce que c'est drôle parce qu'il est pipi dans Iron Man. Tu fais non, ça c'est de la merde. Donc non, Iron Man 2 c'est... Bah, ils étaient trop en confiance et ils se sont ramassés la gueule. Voilà, ce flop du MCU est terminé. N'hésitez pas à nous dire également dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quel est votre flop du MCU à vous. On veut savoir votre avis. De la même manière que pour le top. De la même manière que la dernière vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et toutes les parce que Mark Zuckerberg ne peut plus le faire pour vous. Voilà, c'est ça. Il n'a plus le droit à partager des trucs, alors... Attention. Et puis voilà, puis on se retrouve bientôt pour le 3e et dernier numéro de cette petite série Countdown to Infinity War. Yeah. Donc on se retrouve très bientôt. Sur ce, on vous dit ciao. Ciao.